À ce nouveau numéro de votre magazine Kiosque, de cette nouvelle semaine, premier jour du mois de février 2026. Merci de suivre ce magazine d'analyse de l'actualité au pays ainsi qu'en dehors de nos frontières. Madame, Messieurs, ce lundi de février 2026, nous avons retenu trois sujets pour les débats du jour. Nous parlerons de l'échange de vœux entre les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue politique national, mais sous des conditions. Les dialogues voulus par Kinshasa ne sera pas tenu à l'étranger, un dialogue apaisé, inclusif, résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Et bien, ce sont des conditions, parmi les conditions retenues par les chefs de l'État pour la tenue d'un dialogue national. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons commenter ces conditions pour la tenue du dialogue. Est-ce que ça va inclure ou exclure d'autres personnes? Nous allons parler avec nos invités. Et notre sujet d'actualité, c'est l'apparition d'un proche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux côtés de Corneille Nangaa à Goma. Il s'agit de Claude Ibalankwi, qui est apparu à côté de Corneille Nangaa, et la réaction du VPM de l'Intérieur, Chabani, n'a pas tardé. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie du Rwanda visant à congoliser le conflit en tentant de rallier certains compatriotes au M23. Les services compétents sont pleinement informés de cette initiative. La réaction des deux invités à ce sujet, vous les aurez tout à l'heure. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé l'option de la présentation d'une candidature congolaise à l'Organisation internationale de la francophonie, après que la Rwandaise Mouchiki Uarbu ait présenté sa candidature pour un troisième mandat. Et bien, la République démocratique du Congo a levé cette option. Nous parlerons du profil. Qu'est-ce que vous pensez de l'option levée par Kinshasa? Voilà, ce sont les trois sujets que nous avons retenus ce matin pour ce magazine Kiosque. Comme chaque lundi, nous recevons Éric Bisselot et Joseph Kongolo. Merci de nous suivre. Joseph Kongolo, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à Eric et bonjour à tous ceux qui ont choisi de nous suivre chaque lundi. Je crois que nous allons nous prêter à vos questions pour pouvoir éclairer l'opinion sur nos points de vue, sur les sujets que vous avez alignés. Mais d'entrée de jeu, je voudrais saluer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Ah, qu'on a 9 ans après. 9 ans après, c'est un lieu de mémoire, une référence historique, rare d'ailleurs en politique. Donc cet homme qui a tout mérité en fait, qui a tout mérité, l'abnégation, le courage, l'intransigeance, toutes les qualités d'un homme politique, à la hauteur des problèmes que l'Afrique et la RDC en particulier connaît. Je crois qu'il a été l'homme de son temps, un héros en fait. Parce qu'un homme qui phagocyte son temps, c'est celui dont les propos, les actes, n'est-ce pas, sont des références historiques dans cette matière-là. Et Tshisekedi est parmi les rares, des 65 ans après l'indépendance, quelqu'un qui a véritablement marqué l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Donc, je pense, très sincèrement, sans beaucoup de considération des valeurs négatives, cet homme mérite d'être élevé, à un rang élevé. Il le mérite, absolument. Je n'ai pas vu suffisamment d'hommes politiques qui n'ont pas de référence à Tshisekedi dans la classe politique depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de référence. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de référence. Je n'en ai pas vu plusieurs qui n'ont pas Tshisekedi comme référence. Ah, qui n'ont pas Tshisekedi comme référence. Oui, okay. C'est-à-dire que dans leur carrière politique, plusieurs sont passés par l'école Tshisekedi, d'autres ne sont pas passés par l'école Tshisekedi, mais il avait comme une référence politique. Ah, il est un modèle pour plusieurs. Voilà. Ce que vous voulez dire. Donc c'est un lieu de mémoire pour la nation congolaise et il doit mériter les honneurs.
Il n'est pas le seul, bien sûr, ils sont plusieurs, mais lui aussi doit mériter ses honneurs pour sa spécificité d'avoir marqué, griffé le temps le plus difficile où personne n'a su s'accrocher, n'est-ce pas, à s'opposer à Mobutu. Lui, il l'a fait, il affaiblit. Il affaiblit et aujourd'hui, il a tracé le chemin pour la démocratie. Très malheureusement, il n'a pas eu la chance d'exercer le pouvoir. Sinon, on aurait passé lourdement, de très loin, à côté de toutes ces bêtises que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'après Mobutu lui-même et puis la succession de Mobutu juste après n'ont pas été à la hauteur des tâches, n'ont pas été à la hauteur. Ils n'avaient pas l'idéal politique, c'était des parvenus en politique. Très malheureusement, ils nous ont conduits dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je le considère comme un lieu de mémoire, une référence politique de taille, n'est-ce pas, d'après l'indépendance. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous répondez à ceux qui estiment que l'UDPS aujourd'hui est passé outre l'idéologie de Etienne Tshisekedi, c'est un peu déraillé de sa vision, de son idéologie. Il n'y a pas deux hommes politiques au monde. Il n'y a pas deux hommes identiques au monde. Les qualités de Tshisekedi, qualités naturelles, individuelles, tout ça, personne d'autre ne peut les avoir. Il n'y a que lui seul qui peut avoir ces qualités-là. Il n'y a pas deux personnes identiques au monde. Mais rester dans son idéologie, okay. Sa ligne même dans l'idéologie, l'engagement. Lui, il est le géniteur, il est parmi les géniteurs de cette idéologie. L'engagement qu'il avait, les circonstances, tout cela compte. Qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus à l'UDPS sans avoir la même idéologie, le même empressement d'idéologie. Les infiltrés. Et très souvent, pas forcément des infiltrés, des gens qui ont rejoint le mouvement après, peut-être sans avoir été à la chaleur, n'est-ce pas, du géniteur lui-même pour asseoir l'idéologie de la belle manière. Malheureusement, ils sont là et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils sont en train de diluer pratiquement l'engouement, la transigence, toutes ces choses, c'est ce qui arrive à ceux-ci. Alors ils sont plus forts que ceux qui qui maintiennent encore cette idéologie-là. Pas plus fort, pas plus fort. Nous sommes à la deuxième classe d'après Tshisekedi. D'accord? Le parti a été fondé. La première classe, n'est-ce pas? Ceux qui ont donné naissance à l'UDPS ne sont plus. D'accord? Ça, c'est la deuxième génération de l'UDPS. C'est normal que quand vous êtes d'une génération à l'autre, les circonstances, la marche du monde, toutes ces choses, travaillent foncièrement sur votre position d'avant et ça essaye, n'est-ce pas, d'adapter peut-être à la marche du temps. OK? Ça se dégrade, ça se dégrade. Au fil du temps. Oui. Deuxième élément très important, parce que je termine par là, tout ce qui s'appelle idéologie dilue dans le monde aujourd'hui. Les gens ne sont plus alignés sur seulement les idéologies. Ça reste des lignes de conduite politique, mais en réalité, dans le fond, c'est comme ça que vous voyez, le capitalisme n'est plus le sociodémocrate, les communistes, les socialistes. Il n'y a plus une idéologie stable aujourd'hui. On fait des associations. Okay? Quand vous allez en France, vous allez trouver un républicain qui est chez les socialistes, qui a un programme mi-figue, mi-raisin. Vous allez ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les temps aussi ont une influence sur les idéologies initiales. Donc c'est ça la marche du monde. L'essentiel, c'est de garder la souche et continuer la marche. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Éric Bissé, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour Joseph, bonjour téléspectateurs du kiosque. Ma pensée va effectivement aux 200 morts, aux 200 creuseurs congolais, morts lors du glissement de terrain massif survenu dans le site minier de Roubaïa, à 70 km de Goma, où ces Congolais, à la recherche du bonheur, d'une vie digne, victime de la mauvaise politique de l'UDPS, de l'incapacité des dirigeants de l'UDPS à gouverner, à donner du bonheur à la population, à donner du goût d'être Congolais à ces millions de personnes, ces hommes et ces femmes qui vont creuser à même le sol sans moyens techniques conséquents pour pouvoir vivre dignement. Il y a eu donc 2 glissements le mercredi et le jeudi, il me semble, et il y a près de 200 morts, 200 âmes innocentes qui n'ont pas demandé à faire la guerre, qui n'ont pas demandé à détenir une portion du territoire ni des mines, mais juste à vivre. Donc ils font penser à ces millions de Congolais qui se battent juste pour exister, alors que d'autres se battent pour se gaver de manière égoïste et cynique. Et bizarrement, ce sont eux qui sont protégés et qui se prétendent donner des leçons aux autres. Donc voilà mon biscuit.
Voilà. Vous ne passez pas un mot par rapport à la commémoration de 9 ans depuis la disparition de Tian Tshisekedi. Joseph Kongola a parlé de son idéologie, un modèle pour plusieurs. C'est son modèle à lui, pas à moi. Je ne savais pas si Étienne Tshisekedi avait une idéologie, lui doit le connaître. En tout cas, moi je sais que ceux qui sont passés proches de lui, Mende, Fayoulou, personne n'a été montre, ne m'a parlé de cette idéologie. Il dépasse au pouvoir aujourd'hui, je ne vois pas une idéologie. Il ne s'agit pas ici de parler de quelqu'un qui a traversé les temps de manière tout à fait floue, sans position certaine, tantôt en mangeant avec du pouvoir, tantôt en pendant le peuple congolais qui voulait la liberté et la démocratie, tantôt en donnant des leçons de démocratie. Chacun peut y voir, midi à sa porte, c'est libre à chacun de considérer que c'est une exemplarité en termes de parcours politique. D'autres, c'est exactement ce qu'il ne faut pas montrer, il ne faut pas faire dans les corps de sciences politiques, dire voilà ce qui est du cynisme politique, c'est-à-dire être toujours autour du pouvoir sans pour autant montrer les caps et prendre ses responsabilités et surtout se sacrifier pour le peuple. Et moi, je crois que chacun a le droit d'imaginer qui est son leader, son modèle. Moi, en tout cas, Étienne Tshisekedi, je n'ai jamais considéré comme étant quelqu'un de constant, quelqu'un à qui on pouvait confier l'avenir de la République démocratique du Congo, quelqu'un de viable. Donc, à partir de là, libre à eux, je ne sais pas où ils tirent ces réflexions, en pensant que c'était un modèle de quoi que ce soit, et qu'il avait une pensée philosophique. Moi, je n'arrive pas à le voir, parce que son parcours est jalonné du sang, de trahison, Du sang. Oui, du sang. Il n'a pas fait la guerre, il n'a pas touché. Ah, mais vous savez pourquoi on appelle ce stade des martyrs? Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ce stade-là stade des martyrs? Est-ce que vous savez qui avait été pendu là, dans ce stade? Qui les avait pendus? Vous le savez? Non. Étienne Tshisekedi était un membre du MPR, un membre du bureau, quelqu'un d'actif pour museler les Aïrois, pour les empêcher de s'exprimer, de vouloir la démocratie. Donc le sang, à ce niveau-là, on en a toujours dans les mains et l'histoire ne mentira pas. Il n'y a personne aujourd'hui qui va venir dire le contraire. Ça serait Sinon, il a combattu la dictature de Mobutu. Sans moins. Il a aussi mangé avec la dictature. Non, il combattait le matin, il mangeait avec le soir. D'ailleurs, vous vous souviendrez que c'est le seul ami de Mobutu qui est parti le voir lorsque Mobutu était gravement hospitalisé en Suisse, je crois. Hein. C'était le seul qui était parti le voir. Son ami de toujours. Son éternel opposant, c'est son ami de toujours. Donc, avec Kabila, il a opéré de la même façon. Il critiquait le matin, il mangeait le soir, il prenait l'argent le matin, il critiquait le soir. Donc voilà, c'est cette inconstance, c'est ce genre d'homme politique dont il ne faudrait absolument pas plus revoir en République démocratique du Congo. On veut des gens éclairés, qui sachent nous montrer le cap, sachent prendre leurs responsabilités et montrer que non, ils sont exemplaires, comme l'ont été Lumumba dans leur lutte, comme l'ont été Mzé dans sa lutte. C'est-à-dire il y a une conviction. Ils sont morts pour leurs idéaux. Pas Étienne Tshisekedi. Il est mort de vieillesse, comme il avait voulu, en mangeant l'argent du pays. Voilà. Est-ce que vous avez parlé des hommes de conviction, des proches? Alors, venons-en à ce premier sujet, c'est l'apparition d'un proche du chef de l'État, Claude Ibalanki, aux côtés de Corneille Nangaa à Goma. Alors, Éric Bisselo, je reste avec vous. Comment vous avez perçu cela? Un ambassadeur itinérant et qui fut, aujourd'hui, il change de cap. On donne un peu raison à Nangaa qui disait que nous sommes même à la présidence. Je crois que c'était quand même un séisme, un mini-séisme, mais c'est un séisme politique où Claude Ibalanki n'est pas juste un proche de Félix-Antoine Tshisekedi, mais c'est également un artisan du pouvoir, un artisan de ce régime, un des artisans de ce régime. C'est celui qui était dans la partie politique présidentielle, c'est celui qui a œuvré également de manière tout à fait, il faut le reconnaître, méritée, pour que la paix soit restaurée à l'Est. Donc après avoir animé plusieurs rencontres internationales et nationales pour la paix, avoir conduit plusieurs mécanismes de réintégration, réhabilitation, démobilisation, donc il a effectué les missions qui lui étaient assignées, je crois, avec une certaine réussite, malgré que ce que nous pouvons constater, c'est qu'il m'a éclairé, parce que j'ai entendu également sa sortie diplomatique à Goma, ce qui m'a fait titre, c'est cette expression de guerre de palais.
Et je crois que c'est parce qu'autour de chefs de l'État, il y a toujours des faucons, plus radicaux, plus extrémistes. Et à un moment, quand les murmures des faucons sont plus forts, ben là, le chef d'État emprunte le chemin des faucons plus radical, et ils ont écarté Ibalanki qui était dans une logique quand même après diplomatique. Rien n'empêche à ce que, en termes de moyens mis en exergue par les chefs d'État, que ce soit, il y ait une paire de vigueur, de force, mais de l'autre côté, il faut de la diplomatie. Cette diplomatie, il en est parfaitement l'image incarnée, puisqu'il était l'ambassade itinérant. Mais il y a aussi quelques révélations qui nous ont fait titre à travers sa sortie médiatique pour dire que cette guerre, sincèrement, elle aurait pu être évitée depuis longtemps. Nous avions, en tout cas, Kinshasa en avait les moyens, que ce soit pour le 2 M23, dont l'une branche était au Ouganda, l'autre branche était à Rwanda. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous savons aussi que la branche actuellement de M23, c'est celle qui était à l'Ouganda. Aujourd'hui, c'est celle qui contrôle une grande partie de l'Est de la République. Donc, en conséquence, ce que j'ai remarqué, au début, si on n'écoute pas, on penserait effectivement c'est un traître, ou bien comme ils aiment bien le dire, hein, ceux qui sont au pouvoir. Mais moi, ce qui m'a aussi marqué, ce qui m'a choqué, quand même, il faut sortir du pays, il faut aller en exil pour ne pas partager les mêmes avis que le pouvoir de Kinshasa et s'estimer sauf. C'est-à-dire que pour après avoir été frustré, et je ne sais pas s'il a été frustré. Raconte tout ce qui n'a pas marché, pourquoi il n'a Non, pas dit non, qu'on mais était à un ici. moment, c'est vrai que de toute façon, en tant qu'un homme d'État, quand vous avez des responsabilités à ce niveau-là et que vous savez que ce que vous posez comme actes ont des conséquences sur les millions des Congolais, ben à un moment, il y a de quoi être frustré quand vous voyez que l'essentiel n'est pas pris en compte par une minorité des privilégiés qui tourne autour du chef de l'État, qui mange avec le chef d'État, qui parle avec la langue des tribus de chef d'État, mais qui ne voient pas les conséquences de leurs actes sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il y a de quoi être frustré. La frustration n'est pas exceptionnelle à ceux qui sont de l'autre côté. La frustration est aussi de ceux qui sont ici, à Kinshasa. La preuve en est, il faisait partie de ceux qui étaient ici. Dans cette frustration... Vous avez parlé des guerres de palais. Oui, oui, effectivement, parce que chacun son tour. Parce qu'il a été écarté du poste, et alors il rejoint la rébellion. Ce n'est pas une question juste de poste. Moi, on comprend comment ça se passe ici. Une fois que vous n'êtes plus, une fois que certains qui parlent du dialecte du chef, qui mangent avec le chef, commencent à lui murmurer que vous n'êtes pas parfait, vous ne leur ressemblez pas, et du coup, on vous met en écart pour des raisons qui ne sont pas objectives, ben, il y a de quoi s'inquiéter. Et nous savons tous, de toute façon, qu'avec ce régime, quand on est à ce niveau-là et qu'on vous met à l'écart, il est important pour vous de prendre vos distances. Parce que finalement, on va vous trouver une petite bête, hein, même si vous êtes chauve, il y aura un amas d'époux qu'on faudra aller chercher. Donc les gens ne veulent plus se mettre sur le banc de touche, c'est-à-dire que... Pourquoi chacun son tour, vous avez le poste, vous restez aussi sur le banc. Non, je crois que la politique est une dynamique à partir du moment où on veut apporter sa contribution, on a encore de la matière à apporter. Il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien en politique, dont un secrétaire général de l'UDPS actuellement. Lui, est-ce qu'à part se faire nommer député national, où est-ce qu'il va y aller ? Qui aura besoin de son intellect ou de ses capacités. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui méritent encore beaucoup, et qui ont encore beaucoup donné à la République démocratique du Congo, à notre classe politique, mais d'autres qui n'ont strictement rien à donner. Par contre, ceux qui n'ont rien à donner, ce sont ceux qui sont les plus cyniques, qui s'accrochent au pouvoir, qui sont prêts à tout. Et moi, je crois que les réseaux sociaux avaient dévancé la sortie médiatique d'Ibalanki, mais quand je l'ai entendu, je crois qu'il en va de l'intérêt du pouvoir de mettre encore une fois plus de l'eau dans son vin, parce que de toute façon, il a dit, Ibalanki, il n'a pas rejoint nécessairement l'autre camp, il a fait une proposition, on ne connaît pas le tenant, les aboutissements de cette proposition à Nanga, mais en tout cas, ce qui veut dire, il veut jouer un rôle là-dessus de l'autre côté. Et ce qui met aussi en exergue, et ce qui a encore été mis en exergue, c'est ça les paradoxes de ce moment, c'est ce dialogue inclusif, on en parle parce qu'on y va, et de l'autre côté, on a un chef d'État qui fait une sortie de ce dialogue, il dit, ben, il parle de dialogue inclusif, mais il dit, ce n'est pas inclusif puisque je ne veux pas des autres, et de l'autre côté, on a, ben, c'est quand même assez foisonnant comme information sur le dialogue, mais dans tous les cas, moi je crois que c'est un séisme qui naît en soi, ne déstabilisera pas le régime,
ne changera pas nécessairement le visage des ambitions de ceux qui sont à Kinshasa. Et de l'autre côté, je ne sais pas ce que ça apportera à l'AFC 23, mais Ibalanki connaît le régime, il a passé du temps dedans, il a un agenda, et peut-être qu'il peut leur être une valeur ajoutée, mais je ne sais pas en quoi. Alors, merci. Joseph Kongolo, votre réaction. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur quelque chose d'important. L'héroïsme tient de petites choses, de rien du tout. Ce qui fait de Lumumba Lumumba, c'est seulement le discours qui n'était pas prévu dans cette messe-là. C'est ce qui a fait de Lumumba héros. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est ça l'héroïsme. Deuxième chose, quand vous prenez Mao Tse-tung, c'est lui qui a de flots de sang. Mao Tse-tung a tué les Chinois pour avoir le chemin du communisme chinois. Il a construit le communisme chinois sur le sang des Chinois. Mais il est héros. Quand vous allez partout, vous prenez de Gaulle. Vous savez qu'il a été dictateur? Un dictateur. Après la guerre, la histoire de la dictature, c'est le héros français. C'est pour vous dire qu'à des moments difficiles, quand tout le monde tremble de peur et quelqu'un se met debout pour briser le glas, c'est ça les actes d'héroïsme. Comme tu sais qu'il dit. Quand personne ne pouvait même pas critiquer Mobutu dans sa propre maison devant ses enfants, Tshisekedi l'a fait. Et il a brisé ce régime, il a affaibli de manière à ce que nos amis qui se sont promenés, il est arrivé ici. Ce que je te dis, c'est la vérité. Et le monde dont tu le connais, ce n'est pas seulement moi. Merci. Deuxième chose, notre ami Kabila, je ne sais pas, on l'a mis héros parce qu'il a résisté à ceux qui l'amenaient. Il est venu avec l'AFDEL. C'est cet AFDEL qui a fait de lui le héros. Voyez-vous? Mais globalement, quand on voit la valeur de l'acte qu'il a posé, il n'a pas de valeur parce qu'il est venu avec des rebelles qui ont tué les Congolais, qui sont restés ici. Et il a été dans les capacités notoires de le faire rentrer chez eux et de mettre fin à la guerre. Et cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Du moins, on lui a donné le titre de héros. Bon, je n'en dis qu'on ne vient pas, mais au moins, il faut donner des explications souterraines pour comprendre cet héroïsme. Donc, je voudrais dire ceci que Ibalanki, c'est un non-événement, en fait. Un non-événement. Ce sont des petits messieurs. Des très petits messieurs. Je reviens. Ce sont des petits messieurs. Un type comme Ibalanki. Vous avez encore Kazadi. C'est lui qui était ministre des Finances. Ce sont des petits messieurs. Nicolas Kazadi. Oui. Moi, le politologue formé et professionnel, ce sont des petits messieurs. Le mal. Vous avez lu le livre de Sarkozy? Quand il a quitté le pouvoir, il y a un livre de 700 pages. Il faut le lire pour comprendre que dans tous les régimes, dans tout le pouvoir, il y a des scandales graves. On les fait passer aussi dans ce qu'on appelle le secret d'État. Et si vous mettez avec un petit courage de l'enfer, vous commencez à dévoiler des petites histoires, c'est bête. C'est là qu'on vous voit que vous êtes des petits enfants. C'est ça la petitesse dont je parle. Ils étaient mieux d'aller faire autre chose que de venir en politique. Madame, il se passe des graves choses autour des pouvoirs. Aux États-Unis, en France, partout, il se passe des choses graves. Et la grandeur d'homme, c'est de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Si vous commencez à dire ce qu'il ne faut pas dire, vous êtes des petits messieurs. Et moi, je dis, je reviens, ce sont des petits messieurs. Ibalanki parmi. D'ailleurs, je ne sais pas, Ibalanki, quel est ce nom-là sur l'échiquier politique national? Qu'est-ce qu'il représente? C'est zéro. Ambassadeur itinérant. C'est zéro, madame. C'est un titre qu'on vous a donné, oui, tout simplement. Il n'a rien, il ne pèse pas. Je termine pour dire ceci. Monsieur Ibalanki, acheminé avec le chef de l'État, il était au mécanisme de suivi, n'est-ce pas? Il était secondé par un ami à moi. Mon ami à moi. Ibalanki est allé à la présidence de la République. On a trouvé, c'est un garçon intelligent, certes, je ne dis qu'on vient pas. Quand il est arrivé là-bas, madame, je vous dis des choses que vous pouvez vérifier. Il attendait la nomination. Je ne dis pas parce que non, je te dis qu'il attendait la nomination. La première nomination est arrivée, il n'est pas là. La deuxième nomination est arrivée, il n'est pas là. On lui a dit d'attendre. Mais là, je pense que si on l'a fait attendre, c'est peut-être parce qu'il était déjà sous contrôle dans ses communications, ses actes et ses gestes qui devaient être déjà en relation avec l'ennemi. Je pense, ça c'est moi qui réfléchis. Kabouya aussi a dit parce ça, qu'après, déjà connu. je dis, moi, ce que je dis, je ne tire pas de Kabouya. Je tire d'autres sources. Je ne tire pas de Kabouya. Alors, juste après, la deuxième nomination, on lui a donné garantie. Non, attendez. Et puis quand il a vu quelqu'un d'autre,
Il a craché une bêtise auprès du président de la République. Oh, on n'a pas besoin de moi, et tout ça, ainsi de suite. Bon, moi, je pars. Quand vous aurez besoin de moi, vous allez me chercher. C'est comme ça qu'il est parti à Dubaï. C'est là où il était tout ce temps, une année là-bas. Il a fait à Dubaï. C'est là où il était. Et il y a 2 ou 3 semaines, j'ai appris qu'il a déjà pris son affiliation au M23. C'est pas aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas appris aujourd'hui. Déjà, il y a 3 semaines, je crois. 3 semaines. Ibalan qui était déjà avec Nanga. C'est maintenant qu'il vient de voiler lui-même, mais en réalité, il était déjà là bien longtemps. Il n'était pas encore là bien longtemps, mais il avait déjà pris son adhésion au M23 depuis bien longtemps. Alors, ça nous fait dire ceci. Et quand je l'ai suivi, qu'il a fait longtemps mécanisme de suivi, qu'il connaît les milieux, qu'il connaît les enjeux de la sous-région, qu'il connaît, on a vite compris que quelqu'un, c'était déjà un agent de Kagame depuis très longtemps. Malheureusement, il était sous l'œil du Lynx. Mais qui était dans les cercles du tout à fait. président. Attention, le président, ce n'est pas un petit monsieur. Le président a pris beaucoup de gens qui étaient autour de Kabila pour les sucer. Ah bon, c'est stratégique. Ils ont craché. Mais madame, c'est dans le monde de stratégie. Je reviens souvent sur ça. C'est un monde compliqué. Ce n'est pas un monde de l'intelligence, une intelligence comme ça. Non. Je peux vous prendre. Je vous mets dans les meilleures conditions. Vous me donnez toutes les vérités et puis je vous lâche. Ça existe dans le monde. Mais ça n'affaiblit pas le pouvoir. Ça n'affaiblit pas, ça le renforce. Parce que quand vous avez des bonnes informations, ça vous renforce, ça ne vous affaiblit pas. Okay. Voilà justement une autre manière de voir les choses. Donc quand vous êtes dans ces intelligences stratégiques, c'est que le monde considère comme faiblesse, ça peut être une force demain ou aujourd'hui. Voyez-vous? C'est ça exactement le problème. Donc, les hommes de genre du Balanki, qui sont malheureusement nombreux dans la classe politique congolaise, ils croient que, bon, parce que j'ai rendu président, j'ai fait la campagne du président dans mon coin, donc je deviens inconditionnel. Non, non. Le président peut avoir besoin de quelqu'un d'autre que vous remplacez. Mais Joseph Kongolo, vous semblez minimiser cette présence-là aux côtés de Corneille Nangaa, de Claude Balanki, mais il y a le VPM de l'Intérieur, Chabani, qui dit que cette démarche s'inscrit dans une stratégie du Rwanda visant à congoliser les conflits. Vous voyez que lui, il n'a pas... Il a été correct. Il n'a pas minimisé. Hein. Non. Qu'on cherche attention, à travers ce qu'il dit n'a rien à voir avec Balanki. Non. Non, il a réagi par rapport à ça. Tout à fait. Oui. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec Balanki. Cette stratégie, elle ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Kagame est sous pression internationale, vous le voyez, vous tous. Kagame veut faire semblant de quitter, de se retirer, n'est-ce pas, du M23, en attirant tous ses anciens collaborateurs. Sous menace même. Tous ces anciens collaborateurs. Ce n'est pas fini. Vous allez voir ce qu'on appelle les grands messieurs. Vous allez les voir. Qui sont à la présidence. Qui sont encore ici. Pas seulement à la présidence. Ça peut être dans ils sont autour du chef. Dans la société. Voilà, oui. Pas seulement là-bas. Dans la société ici, dans l'armée, partout. Ils sont là. Vous voyez? C'est ce qu'ils vont faire en fait. C'est déjà connu. C'est déjà connu. Il faut suivre ce dossier de l'Est en profondeur. Vous allez comprendre que Kagame est sous pression. Il ne peut plus encore continuer. Il ne peut plus, s'il veut garder encore sa vie, il ne peut plus continuer. Il veut faire semblant de soutirer, n'est-ce pas, les troupes rwandaises et de recruter tous ceux-là qui étaient déjà à ses mamellons, auxquels il a déjà donné un peu de lait. Et il veut les attirer pour constituer le noyau dur de ce mouvement et faire semblant de retirer le M23. C'est la stratégie qui est là, que nous devons d'ailleurs ici médiatiser à suffisance pour lui faire voir que ta stratégie là est déjà connue. Et nous sommes en train de la crier au monde entier pour comprendre que voilà encore la deuxième phase de ce qu'il veut faire. Il fait des aveux. S'il considère ça une stratégie, c'est faux. Nous savons déjà là où il va. Là où il va, il veut avoir un noyau dur pour montrer que le mouvement est congolais. Mais ce mouvement congolais n'a pas encore de discours jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas encore de discours. Ils n'ont pas de discours jusqu'à preuve du contraire. Quand vous demandez Nanga, en fin de compte, il dira que c'est à cause de carré minier. Et est-ce qu'on peut faire une rébellion à cause de carré minier? La mauvaise gouvernance. Wow! Quelle mauvaise gouvernance. Dans ce pays, a-t-il une bonne gouvernance? Depuis quand? Qui a fait la bonne gouvernance dans ce pays? Monsieur Kabila père, il a tué l'Amiba parce qu'il a fonctionné avec l'Amiba. Il a tué de force parce que les notables du Katanga lui ont dit que vous avez tué la Gécamine, vous laissez Bolba avec l'Amiba. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas. Je vous informe. Alors, qui a fait la bonne gouvernance ici? Ceux qui réclament la bonne gouvernance, soit ils étaient avec Kabila, ils n'ont jamais réalisé la bonne gouvernance. Soit ils étaient avec Mobutu. Mobutu, c'est un dictateur. Lui, au moins, on ne peut pas faire le débat parce qu'il était un dictateur. Qui a fait la bonne gouvernance? Alors, quand Kabila a fait la mauvaise gouvernance, il a vu quel parti a pris les armes. Combien d'individus ont pris les armes à cause de la mauvaise gouvernance?
C'est faux. Ce sont des laquais, des serviles de Kagame qui jouent le jeu de Kagame et rien d'autre. Personne ne peut réclamer la gouvernance. Lui, Nanga, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise à la CENI? Vous connaissez l'argent qu'il a détourné? Eh, madame, il faut qu'on se taise sur certaines choses. Donc il faut qu'il se taise, c'est pas... Voilà. Alors, on parle de dialogue. Les conditions données par le chef de l'État pour la tenue du dialogue. Si le dialogue devait se tenir, il se déroulera sur le sol congolais et sera conduit et organisé par les institutions de la République. Il dit qu'avec la même dialogue intérieur aussi ne sera pas organisé ou sous les obligations internationales. Les yeux, voilà, c'est un peu ça par rapport à la tenue du dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Les conditions que le chef de l'État a données par rapport au dialogue. Tout d'abord, pour des manières pédagogiques, parce qu'il y a quand même des étudiants, des gens intelligents qui nous suivent, moi je retiens ceci, ce qu'écrivait Victor Hugo, écrivain français du 19e siècle. La chute des grands hommes rend les médiocres et les petits importants. Quand le soleil décline à l'horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque chose. Il a fallu la chute des grands hommes comme Mobutu, Lumumba, et encore, pour que nous voyions émerger Etienne Tshisekedi avec toutes ses prétentions. Et encore, même ce fort rayonnement, on ne le voyait pas au sommet de l'État. C'est quelqu'un d'autre qui émergeait. Donc c'était juste un petit caillou dans la chaussure de Mobutu, un petit caillou dans la chaussure de Laurent Désiré Kabila. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire ne se réécrit pas. Il était même incapable, c'était pas lui le fondateur des 13 parlementaires, il n'a fait que passer l'histoire. Autant vous revenez encore sur Etienne Tshisekedi. Non, je corrige juste parce que c'est très important que les étudiants, des gens intelligents qui nous suivent, ne soient pas amnésiques ni impressionnés parce que le pouvoir est en place et celui de son fils. Non, il ne faut pas être impressionné. L'histoire, on ne peut pas les travestir. Ok. Donc, dialogue. Voilà bien des définitions qui me troublent énormément parce que le chef d'État nous parle de dialogue inclusif. Mais dans son inclusivité, il exclut. Je reviens à dire, vous faites... Le dialogue, c'est un pas vers la paix. C'est une rencontre, une négociation pour faire taire toutes les hostilités. Ce n'est pas un dialogue pastoral où on va dire oui, aimons-nous les uns les autres. Puisque dans la logique du chef d'État, le dialogue inclusif pour lui, il ne veut pas entendre parler de l'A5OSCC, il ne veut pas entendre parler de Nanga, il ne veut pas entendre parler de Joseph Kabila, il ne veut pas entendre parler de ceux qui sont partis en exil. Donc ces conditions excluent déjà, hein. Ça demande. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis. Alors moi, je ne sais pas, j'ai pris un nouvel adjectif. L'inclusivité pour eux, pour nos amis qui sont au pouvoir, c'est exclure les autres. Changement de paradigme. Ils ont le droit de vouloir parler d'un dialogue, mais qui retirent de leur mot le mot inclusivité. Ce n'est pas inclusif. Ils ont essayé un dialogue non inclusif. Quelle est la finalité? Mais finalement, c'est paradoxal. Dialogue qui doit se faire à Kinshasa, mais vous donnez... Alors, qu'est-ce qu'est en train de faire le président togolais? Il peut organiser, et puis il vient ici à Kinshasa, c'est pas mal. Non, mais qu'est-ce qu'il a... Il est en train de parler avec qui? Est-ce qu'il est en train de parler avec les Congolais exclus dans la terminologie de l'inclusivité du pouvoir, ou bien il est en train de parler avec les Congolais exclus dans la terminologie? Je crois que nos amis doivent savoir ce qu'ils veulent, mais manifestement, ils sont encore animés par l'émotion. Et dans la politique, à ce niveau-là, il ne faut pas se laisser emporter par le sentiment. Il faut le bon sens. Je rappelle juste les obligations de ceux qui gouvernent le pays, c'est de garantir l'intégrité territoriale, de pacifier le pays, de nous remettre dans nos frontières et dans nos droits, de préserver la vie des Congolais. Et si cela nécessite que vous perdiez un peu de votre pouvoir contestable, ben faites-le. Parce que nos amis qui sont aussi, nous dit Ibalanki par exemple, il est n'importe qui, mais non, il n'est pas n'importe qui, il était dans les rouages, dans le sérail du pouvoir. Donc il sait, comme il a lui-même dit, je ne conteste pas le plébiscite du chef de l'État, mais
ce sont les autres qui se sont appropriés des postes de députés, de sénateurs, compagnie, qui ont quelque part dénaturé et sali ces élections. Mais sauf que c'est sur un même bulletin de vote, sur ce même jour que nous votons le président de la République et les députés. La fraude corrompt tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur politique sérieux, à moins de parler avec une forme de flatterie, qui viendra nous dire que les élections ont été correctes du côté du chef de l'État, mais n'ont pas été correctes de l'autre côté député. Non. Soit les élections, dans leur globalité, n'ont pas été correctes, nous mettons une croix, soit ils ont été corrects comme la rhétorique du pouvoir. Dans ce cas-là, nous allons continuer dans cette logique. Lui aussi, il a attendu seulement qu'on puisse l'exclure. Il aille de l'autre côté pour dénoncer. Ce n'est pas nouveau, nous l'avons toujours dit. Oui. Nous l'avons toujours dit, mais c'est bien, c'est bien que quelqu'un qui vient de l'intérieur de la marmite vienne nous donner raison et nous dire que vous avez raison. Pas après une frustration. Non, mais c'est normal, ils sont toujours comme ça. On revient quand sur ils sont en train de manger, quelqu'un qui a la bouche pleine ne peut pas parler. La plupart, là, même Joseph Kongolo, qui cherchent à avoir la bouche pleine, vous les entendrez plus parler quand ils ont la bouche pleine. C'est difficile. Alors, dialogue. Donc pour vous, les conditions données excluent directement ceux qui sont supposés soutenir la rébellion. J'ose croire que quand on donne des conditions, c'est qu'on est dans une bonne posture, ou bien dans des meilleures postures, soit pour remporter sur le terrain de la guerre, soit remporter sur le terrain médiatique, diplomatique. Mais aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas de signes flagrants que Kinshasa est en train de l'emporter. Et l'emporter à quel prix? Parce que je viens effectivement de voir que notre armée avait conquis Minembwe. Bravo! Oui, il y a des territoires qui sont en train d'être conquis. Dans ce Minembwe-là, il y a des Congolais qui sont morts, qui n'avaient pas des armes. Alors moi, je suis un peu interloqué, choqué, quand l'armée nationale s'est réjouie effectivement qu'il y ait des morts des Congolais pour qu'ils gagnent une colline. Et que quand la Cinco, à travers l'abbé Chollet, disent que nous ne pouvons pas nous réjouir des morts des Congolais, qu'importe de quel camp vous faites partie, mais ces gens-là n'est pas suffisamment du patriotisme et d'amour pour mettre un peu de l'eau dans leur bouche. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réjouir parce que vous avez conquis ou battu vos adversaires sur le terrain militaire au prix du sang des Congolais. Ce sont des Congolais. Ils n'ont pas demandé à vivre sur ces montagnes. Vous, que ce soit les deux parties, les belligérants, vous vous êtes déportés sur leurs montagnes, dans leur village, pour les tuer, pour faire la guerre sur le terrain. Ceux qui sont les Gomatraciens n'ont pas choisi d'être sur le terrain des guerres. Le terrain des guerres est venu chez eux. Donc quand les Gomatraciens meurent, on ne va pas se réjouir qu'un tel camp ait pris les dessus, soit à un prix. Et nous ne voulons pas de ce prix-là. Nous n'en voulons plus. Vous voulez le dialogue? Oui, parce que nous ne voulons plus que le sang coule. Surtout que dans le préalable de ce dialogue, les partis, c'est-à-dire Kinshasa et l'FC23, se sont déjà entendus sur l'essentiel. L'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté, mais ils se sont encore entendus plus qu'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se parler. Alors, quel est ce dialogue-là qui n'en vaut pas la peine que nous discutions pour que les Congolais cessent d'être victimes de la barbarie des hommes, de la barbarie, de l'avarice de certains? Quelle est cette logique-là? Il faudrait qu'ils nous expliquent. Et finalement, on vient... Moi, quand je les entends parler, c'est qu'il n'y a pas un dialogue. Il y a une multiplicité de dialogues qui vont être jalonnés. Peut-être qu'effectivement, il y a un pré-dialogue où le pouvoir de Kinshasa va essayer de se reconforter, de trouver une certaine légitimité pour aller dans un autre dialogue au format beaucoup plus condensé pour dire, voilà, de cette façon, nous allons vers une distribution du pouvoir. Mais dans tous les cas, je reviens dire, quand vous commencez à donner des points, des bons points, des mauvais points, c'est que vous êtes le maître du jeu. Sommes-nous maîtres du jeu? C'est ça la grande question. Merci. Alors, Joseph Kongolo, dialogue avec des conditions. Là, ça résume que ces dialogues vont se tenir avec Kabound, Fayoulou, parce que les autres, ces conditions, Madame, d'office. Nous étions dans un mauvais cercle, dans une mauvaise jurisprudence politique.
le dialogue n'est pas un mécanisme constitutionnel. Ok? Ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas résoudre le problème du fonctionnement des institutions par un mécanisme hors constitutionnel. Donc c'est politique. D'accord? C'est politique. Nous sommes déjà en dehors de la Constitution. Premièrement. Deuxièmement, pour nous, pour le Congolais, dialogue, c'est le partage du pouvoir. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Quand on fait le dialogue, à la fin du dialogue, on partage le pouvoir. Donc on fait du dialogue une source de pouvoir. Voyez-vous? Ni élection, ni quoi, mais de ce dialogue, il sort un pouvoir qu'on veut considérer comme légitime et légal. C'est un monstre, politiquement parlant. Ça n'existe pas. Ici, chez nous, on en a fait une jurisprudence politique. Après le dialogue, on partage le pouvoir. De quel droit? Avec la même constitution en vigueur? Ça n'existe pas. Donc c'est un mécanisme politique pour corriger parfois certains dysfonctionnements des institutions, choses comme ça. C'est anticonstitutionnel. Et c'est que c'est pas ça Doha, là. Madame, ça c'est différent. C'est différent. Là, c'est entre deux belligérants. OK? C'est différent. Mais ici, le dialogue qu'on réclame... Là, c'est constitutionnel. Non, il y a pas, c'est pas constitutionnel. Ce n'est pas non plus constitutionnel. Qui a dit que c'est constitutionnel? Là, ce sont des mécanismes que la communauté internationale a mis sur pied pour essayer de résoudre un conflit. Un conflit. Je suis la juriste d'oublier. Alors, vous parlez de la communauté internationale, mais dans les conditions posées par le chef d'État, il dit ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, nous serait tenir. Je reviens, madame, je vais y arriver. Aux obligations internationales. Je vais y arriver. Mais, mais justement, c'est pourquoi je dis que ce dialogue ici, que les gens réclament, nous avons rompu. Nous avons fait ce qu'on appelle des ruptures successives. Makamboya, dialogue, partage de pouvoir, ça n'existe plus du moment que ce pouvoir est issu des élections. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il n'y a jamais eu de bonnes élections au Congo. Il ne faut pas que les gens arrivent à nous raconter des histoires. Il n'y a jamais eu de mauvaises élections au Congo, des bonnes élections au Congo. Il n'y a jamais eu. Celles que nous avons, c'est celles-là que nous méritons, nous Congolais. Les élections que nous avons depuis 2006, là, c'est celles-là que nous méritons. Avec toutes les intrigues, c'est ce que nous avons comme bagage historique électoral du Congo. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc ce sont ces élections-là qui donnent la légitimité au Congo. Tshisekedi est légitime parce qu'il est passé par ces élections-là. Comme Kabila est passé par les mêmes élections problématiques, conflictuelles. Quand on va proclamer les élections dans un char de combat, vous trouvez ça normal? Bon, c'est pour vous dire tout simplement que ce sont les mêmes élections que nous méritons. Nous, Congolais, nous méritons ces élections. Elles ont donné la légitimité que nous méritons. Et on doit défendre cette légitimité. Que vous le voulez ou non. On va continuer. On ne doit pas corriger. On ne doit pas corriger. On ne corrige pas le fonctionnement des institutions, on corrige les mécanismes d'accession au pouvoir. C'est ça, non? C'est ça la légitimité. On met quel mécanisme d'accession au pouvoir? C'est l'organisation du processus électoral. C'est un peu ça. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous avions organisé tous les dialogues que nous avons déjà organisés là. Madame, les dialogues que vous connaissez depuis 60, c'est parce qu'il n'y avait pas de pouvoir légitime en place. Il n'y avait pas de pouvoir légitime en place, ce n'était pas l'issue des élections. Même les cabinets de Sun City, même tout ça, tout ce que vous voulez, même les anciennes, le tout dernier dialogue de la Cinco, là, Kabila était en dehors de son mandat. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Nous sommes dans un mandat régulier. Un mandat régulier, légitime et légal. Nous ne pouvons pas partager le pouvoir dans un mandat d'autrui. On ne peut pas partager le pouvoir dans un mandat d'autrui. Donc ça, c'est une rupture. C'est pourquoi je vous dis, il y a des ruptures successives. On rompt ça avant de rompre le système, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le débat. On a rompu le système, on a rompu la prédation par les États, parce qu'on a donné le pays en gage aux autres pour sa gestion, sa sécurité, et ainsi de suite. Et même son exploitation. Nous, Félix est en train de rompre ces choses. Rompre d'abord ce faux dialogue. Il rompt le système qui était là, la prédation. Il rompt la souveraineté qui était pratiquement rognée par les États voisins que Kabila a fait. Il a monté tous ces systèmes. Nous sommes dans ces ruptures successives. Nous devons faire un État autonome, souverain. C'est vrai que ça passe par des grincements de dents, certes, mais nous devons le faire. Et ça, Félix s'est donné la tâche de le faire, et il le fait. Il le fait. Ça peut passer par des erreurs, c'est normal, mais au moins il le fait. C'est ça. Ce qui est grand chez lui, c'est qu'il a un objectif précis, c'est celui de faire d'un État souverain et autonome. C'est
C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ce débat, ce dialogue là-bas, on vient, on partage le pouvoir. Je l'ai dit devant votre micro, si dialogue il y a, c'est pour renforcer la cohésion nationale. Et le président l'a repris in extenso. C'est pour renforcer la cohésion nationale. Ce n'est pas pour partager le pouvoir ou faire autre chose. Problème, si on Deuxièmement, madame, le mot inclusivité qui ne vous étonne pas, est-ce que Félix a changé son point de vue? La seule chose qu'il a changé, c'est en introduisant le dialogue inclusif seulement. Mais l'idée, son idée première reste intacte. Tous ceux-là qui ont pris les armes, après moult dialogues, sur cette même guerre des 30 ans, ils ont pris encore les armes, ils ont pris encore les armes, ils ne méritent plus d'être à la même table que les patriotes. C'est tout à fait clair. C'est clair. Ils ne peuvent pas être là parce qu'ils viendront avec les intentions du Rwanda. C'est ce qu'ils défendent. Ils défendent l'objet du Rwanda, ils défendent les problèmes du Rwanda. Ils ne défendent pas leur pays. Alors, dans ce point-là, oui. Joseph Kongolo, le tout tourne autour de la quête de la paix, hein, avec la République démocratique du Congo. Oui. Si on exclut ceux qui ont pris les armes, oui. Est-ce que le problème sera résolu? Est-ce que c'est leur guerre? Ce n'est pas leur guerre. Mais ils sont manipulés, comme on dit. Madame, si eux partent, on aura encore d'autres. Ils sont nombreux sur la rue ici. Si eux partent, ils ne sont pas importants. Ils sont importants parce qu'ils sont là. Ils vont partir, les autres vont rentrer. Qu'est-ce que vous croyez? Les autres vont rentrer. Je voudrais vous dire qu'on n'a jamais formé des patriotes. Je reviens souvent sur ça. On n'a jamais formé des patriotes. Nous étions des patriotes du temps de Mobutu à cause de la peur. À cause de la peur. Voyez-vous? Nous avons essayé de forger un patriotisme. Mais les véritables patriotes qui défendent leur nation dans des cas de guerre comme ça, on n'en a pas formé. Regardez tout ce qu'on est en train de faire ici, les jeunesses, le patriotisme, la formation au patriotisme n'existe pas encore. Nous n'avons pas encore fait ce travail. Alors, imaginons un peu le scénario après dialogue. Vous avez dit dialogue qui ne va pas aboutir à un partage du gâteau. Oui. C'est-à-dire dialogue et après ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ont aidé leur pays, ils ont donné des idées neuves s'il y en a et on essaye de faire ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est qu'eux vont donner, madame, je pose une question fondamentale. Ce qu'ils vont donner comme proposition, il n'y a que eux qui peuvent les réaliser dans le gouvernement? Il faut l'autre personne. Hein. Non, je vous pose la question. Nous faisons des propositions au gouvernement. Nous faisons des propositions au gouvernement. Mais parfois, on fait ce que nous demandons. Est-ce qu'il faut que moi je sois ministre pour réaliser ce que j'ai demandé de faire? Merci. Ah, mais alors. Donc, vous allez donner un état des lieux. Madame, je vous dis qu'en 97, il y a David Cameron, c'était un premier ministre anglais. Il a fait un gros livre. D'ailleurs, je dois aller le chercher chez un des leaders politiques en place. C'est mon livre. Il a fait ce qu'on appelle l'autopsie générale de l'Afrique. Les maladies qui rongent la République. Et il a donné des solutions dans ce livre-là. Est-ce qu'il faut qu'il soit président en Afrique pour qu'il réalise ce qu'il a dit? Non. Il a donné des recettes. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas ça. Voilà. Alors, on parle de la francophonie, la décision... Permettez juste... Je pose ma question, alors vous allez répliquer en tout temps, après répondre à ma question. C'est-à-dire le gouvernement a levé l'option de présenter une candidature pour contrer Mouchilou Aboué, qui va avoir un 3e mandat, la francophonie, Éric Bissel. Qu'est-ce que vous pensez de cette option? Et puis, imaginez un peu le profil, hein, parce qu'on cite certains noms. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je voudrais féliciter la sortie médiatique de l'abbé Chourlé chez vos confrères du Top Congo, pour ne pas les citer. Mais il a été critiqué. Oui, mais c'est normal, hein, c'est toujours les mêmes personnes qui critiquent. D'ailleurs, on leur laisse, ils ont le droit de les critiquer, même d'insulter. En tout cas, moi, je félicite cette sortie médiatique. Cela démontre bien à quel point c'est même plus du voyeurisme journalistique auquel on a assisté, parce que je sens que beaucoup de journalistes doivent répondre, on leur écrit les questions comme Israël Mutombo devait les lire à New York, et on leur écrit des questions qui doivent respecter cette chronologie, sinon risquer d'être tapés sur le doigt. Mais c'était minable comme interview de la part de la journaliste Mariam, parce que j'ai trouvé ça tellement, intellectuellement, c'était pas au niveau. Et je crois qu'il faut remercier l'abbé Chourlé de lui avoir porté beaucoup de crédit. Elle a été claire, mais malheureusement, vous savez, hein, on est dans une logique où les autres considèrent que vous êtes le diable, vous, donc on ne peut pas vous parler. Quoi que vous disiez, eux, ils sont meilleurs, ils sont mieux Congolais, les Congolais de meilleure qualité que vous. Donc, on les laisse dans leur fourvoiement qui continue ainsi. Mais en tout cas, moi, je réitère mes félicitations à l'abbé Chourlé, surtout aux leçons qu'il a données. Il faut aimer la patrie, hein, au-delà des régimes et des individus. S'agissant de l'autre aspect de partage du pouvoir, moi, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir est déjà partagé. Mieux que ça, le pays est partagé. Le pays est balkanisé.
Aujourd'hui, la FCN23 a ses administrateurs, a ses gouverneurs, a son administration. Ce n'est pas ça. L'administration n'est pas une. Il y a une balkanisation. Mais il ne peut pas répondre, quand on parle de l'RDC, c'est Kinshasa qui répond. Attendez, ça ce n'est même pas ça une identité. La Palestine a longtemps été exclue de l'ONU, mais ce n'est pas pour longtemps que la Palestine n'existait pas. Les représentants palestiniens. C'est pas ça comme ça que ça marche. La preuve en est, aujourd'hui ça fait grand bruit, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, son premier interlocuteur en international, c'est le Rwanda. La FCN23, à travers la sortie notamment médiatique de la représentante du Rwanda aux Nations Unies qui dit « nous avons des coopérations sécuritaires ». Donc vous voyez bien que c'est une entité qui existe, et ça c'est pour rétorquer à notre ami qui parle de partage du pouvoir, du gâteau. Mais là, nous on ne parle pas de partage du gâteau, nous on parle justement de la réunification du pays, du rétablissement de l'État. C'est de ce qui nous importe, nous. Ce n'est pas votre histoire de gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau où vous allez vous gaver ou bien vous allez garder sous votre lit en espérant que vous allez donner à votre fils, à votre fille. Non. Vous allez le laisser parce que votre mandat arrive à expiration, arrive à terme. C'est normal. Donc ce n'est pas un gâteau. Ce n'est pas une exclusivité. Ça ne se partage pas. Et c'est vrai que quand on va dans un dialogue, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas en capacité de résoudre ce problème. Ce n'est pas juste un problème d'individu, c'est un problème de comportement. C'est drôle que vous nous parlez de la Constitution parce que vous êtes les premiers à les violer. Alors, quand on va autour de la table avec des gens, c'est pour que ces gens-là, au sortir de là, on puisse mettre aussi des garde-fous pour que vous ne retombiez pas dans le même travers. Mais on vous appelait au dialogue. On vous appelait au dialogue. On a circonscrit le dialogue et c'est normal que vous veniez pour parler. Ces garde-fous passent notamment par des gens qui ne sont pas de votre acabit, des gens qui ne sont pas de votre famille politique, pour surveiller effectivement vous respectiez les mécanismes nécessaires. L'OIF, je ne suis pas partisan de l'OIF. Donc mon analyse va être bref là-dessus. Je crois que c'est une organisation qui devait déjà, si nous avions ne serait-ce qu'une stratégie, un objectif, nous n'avions plus rien à faire à l'OIF. L'OIF n'a rien à apporter en République démocratique du Congo, si ce n'est des festivités, comme nous on a l'habitude, les Congolais aiment bien festoyer, créer des opportunités de se distraire pour oui ou non. Mais cela dit, le nom que vous citiez ou bien que je vois circuler, il faut retirer les prix Nobel de la paix parce qu'il est beaucoup trop haut par rapport à ce genre Il est trop grand par rapport à ça. Ouais, mais non, il est beaucoup trop grand pour ce genre de distraction. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi n'a qu'à chercher encore un ambassadeur itinérant dans sa famille politique pour le mettre là. Ça ira parfaitement. Mais cela dit, si on considère que la stratégie ou bien il y a une guerre spécifique qui se joue dans l'OIF, c'est qu'on n'a pas du tout compris que le monde avançait à 200 à l'heure, que l'Afrique avait besoin de se libérer de ce genre d'organisation. Néocolonialisme, on n'en a pas besoin. Et moi, je pense même que le français même nous pose un problème. Nous devons aussi réfléchir comment introduire de manière plus accentuée l'anglais dans notre système économico-social. Donc c'est ça qui est important, c'est l'évolution de la nation. Le français ne nous a pas apporté grand-chose. Mais encore, je pense qu'il y a le réalisme anglophone qui pourrait peut-être améliorer à la fois le rapport économico-social des Congolais avec les pays frontaliers, mais au-delà de ça, aussi c'est un langage universel anglais, c'est le langage informatique, c'est le langage de la nouvelle technologie, donc c'est ce qui importe le plus. Donc la francophonie, pour moi, je vois juste un instrument néocolonialisme dont certains aujourd'hui veulent donner une importance, mais sincèrement... Mais le Rwanda, il tient. Non, pas du tout. Non, le Rwanda, il ne tient pas, on lui a donné. Le Rwanda n'est plus un pays francophone, vous le savez. C'est-à-dire la candidature, parce que quand il vient un troisième mandat... Il ne tient pas, parce que, vous souvenez-vous, il a obtenu la présidence de la francophonie, alors qu'il n'est même pas parti francophone. Donc, vous comprenez que on lui donne pour dire, on t'aime bien, on veut bien que tu restes encore là. C'est qu'il y a intérêt là-dessus. Oui, ils ont d'autres intérêts derrière. Alors, la France qui lui la France qui avait donné, c'est parce que le Rwanda devait lui servait les matières premières de la République démocratique du Congo gratuitement. C'était ça. Mais de être là pour... Non. C'est là que nous perdons inutilement, nous gaspillons nos forces, notre énergie. Des gens que nous n'en avons pas beaucoup. Pourquoi aller se perdre dans ce genre d'organisation? Pourquoi ne pas concentrer nos forces à être puissants et forts quelque part où notre voix sera entendue? Et non, dans l'OIF, nous ne faisons que nous plaindre dans ces organisations. Joseph Kongolo, on termine avec vous. Est-ce qu'on se perd dans ces organisations, comme dit Éric Bissolo, que l'OIF ne servait à rien à la RDC? Justement, avec l'œil du
politique affranchi, il n'y a rien. D'abord, l'OIF était un enjeu politique, ça vous le savez. C'était un enjeu politique. Pourquoi la France a préféré le Rwanda que la République démocratique du Congo ou d'autres États? C'est pour des motifs purement politiques. L'OIF elle-même est une organisation d'obédience politique. Voyez-vous, dans l'OIF, il y a des enjeux majeurs qui se jouent, particulièrement dans la sous-région ici. C'est pourquoi le Rwanda est à la tête de l'OIF. Voyez-vous? Et d'ailleurs, rappelez-vous bien, Mushikwa a été imposé par la France, contre le gré de plusieurs membres de l'OIF, à cause des intérêts politiques. Donc il y avait un enjeu politique majeur dans la sous-région qui a justifié la présence de Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo croit aujourd'hui qu'il faut donner une autre connotation à l'OIF. Si c'est véritablement une OIF qui est faite pour les États, un enjeu, une plateforme politique, culturelle et sociale, donc nous avons un rôle à jouer. Et il faut s'accaparer de cet instrument de pouvoir aujourd'hui. Que vous vouliez ou non, c'est un instrument de pouvoir aussi. Cet instrument pour jouer le jeu politique à fond, au moins dans la sous-région. Ça, c'est normal. C'est normal. Nous sommes le plus grand État francophone dans le monde. C'est anormal qu'un État qui est venu, un État de plus de 5-6 millions d'habitants ou 14 millions d'habitants, et puis à peine, ils prennent 2 mandats successifs et on est au 3e mandat. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de vie ou de survie de cette organisation. Si la RDC ne passe pas, cette histoire risque de s'écrouler. Ah bon? Ah oui, je vous le dis. Parce que la RDC, c'est l'élément centralisateur de cet organe ici en Afrique. Et c'est l'Afrique qui est le noyau dur de l'OIF. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État qui devient de plus en plus agressive, donc c'est la RDC qui va prendre la tête, n'est-ce pas, de l'OIF, et que Mushikiwabo ne sera plus à la tête. Où il reste, si encore la France fait des manœuvres comme elle a toujours fait, en ce moment-là, la RDC sera libre de quitter ce bateau déjà ivre. Hein, ces bateaux déjà ivres, il va le quitter et puis la chose va chanceler parce que déjà l'Afrique de l'Ouest, combien sont déjà partis de l'OIF? Comprenez? Combien sont partis de l'OIF? Donc la survie de c'est le passage de la RDC à la tête, n'est-ce pas, de cette organisation, question de refaire le jeu et d'en faire véritablement une OIF africaine d'abord, avant d'être une OIF des Outre-mer ou je ne sais pas, du Canada ou je ne sais combien. Donc c'est un enjeu majeur, c'est un moment critique, n'est-ce pas, de cette organisation. Si elle veut la survie, c'est j'ai dit quoi là, c'est la RDC qui doit prendre la tête de cette organisation. Alors jusqu'à terme de 15 novembre 2026, vous ne pouvez pas se tenir... oui, je termine. J'ai entendu Eric parler de Cholet de la guerre. Non, Cholet doit se taire sur bien de matières. Ça étonne, madame, tout ce que nous faisons, la politique, n'est-ce pas? Tout est dans la Bible. Si Cholet est serviteur de Dieu, il doit comprendre que le sang est l'engrais naturel. Il raconte des bêtises. Il raconte des bêtises. Est-ce que Cholet est capable de terminer cette guerre sans l'écoulement de sang? Et il rêve ou comment? Comment il rêve? Il a étudié, c'est lui qui a fait la théologie. Vous ne pouvez pas libérer dans les conditions actuelles sans écoulement de sang. Et Cholet s'étonne quoi? Oui. Qui lisent la Bible, madame. Ils ont un pacte social et c'est Senko, là, il n'y a pas écoulement de sang. Est-ce que lui va terminer cette guerre qui a des racines longues? Pourquoi les États-Unis sont dedans? Pour la paix. Pourquoi la France, l'Union européenne est dedans? C'est Cholet qui va aller les voir pour terminer la guerre? Il ne faut pas rêver. C'est pourquoi nous disons que ces trucs, le dialogue qu'ils voulaient proposer, ce n'était pas pour terminer la guerre. C'était pour entrer dans le jeu politique. Pour entrer dans le jeu politique, avoir une parole, avoir un cas de référence. Et ce n'est pas pour terminer la guerre. Alors, ce n'est pas utile, ce n'est pas opportun non plus. C'est pas parce qu'aujourd'hui, l'opportunité, l'urgence, c'est de terminer la guerre. Donc, on ne peut pas ajouter encore un autre débat qui va prendre, au lieu de 2 mois, ça va prendre 6 mois, 10 mois, 1 année, parce que c'est quelque chose qui ne s'est mis jamais au Congo. Voilà. Je crois que mon ami a intérêt à contrôler quand même sa haine à l'endroit de l'abbé Cholet. L'abbé Cholet n'est que le porte-parole de la Senko. La Senko, c'est quand même une assemblée. C'est lui qui était à la radio. Non, je parle de Cholet de la radio. Oui, c'est lui qui est le représentant de la Senko.
Il ne parle pas en son nom, il parle au nom de la Synco. Et les initiatives pour la paix et le bien vivre ensemble dans la République démocratique, ce n'est pas l'initiative de Cholet, mais de la Synco. Donc, à un moment, je vois bien qu'il veut frustrer parce que c'est quelqu'un qui est constant, qui est dans la vérité, et qui n'est pas dans la flatterie, encore moins dans la recherche d'un semblant de pouvoir. Le mot est quand fort. même, autant de haine pour quelqu'un qui porte la voix des autres, mais je trouve que c'est assez troublant. Voilà, merci à J'en vous. profite, Merci à une vous. minute, L'émission j'en est profite pour lui finie. dire qu'il y a 3 vérités. Il y a la vérité scientifique, la vérité ontologique et la vérité politique. La vérité de Cholet, elle n'est ni scientifique, ni ontologique. Elle est politique. C'est la seule vérité qui change avec les régimes, avec les temps, avec les théories, avec les Merci, recherches. Joseph Kongolo. Donc, il a Merci. en dehors de son temps. C'est plus une vérité, c'est une contre-vérité malheureusement. Voilà, merci Joseph Kongolo, merci Eric Bissello, merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque, merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montieri. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons mercredi avec le même plaisir. Au revoir.